Vous savez, il y a un truc que les investisseurs en bourse disent assez souvent et qui peut se retranscrire au monde du football. C'est que quand ils investissent sur une action, s'ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, leur famille commence à en parler, leur coiffeur commence à en parler, bref, les gens qui côtoient et qui sont pas forcément du milieu commencent à être en boucle là-dessus, ça veut dire qu'il est trop tard, qu'il est temps de revendre sa position parce que finalement, le phénomène est déjà descendu au niveau du grand public. Alors ça peut sembler être méprisant, mais finalement, c'est comme dans tout domaine de la vie. Il est d'abord pris en connaissance par les spécialistes qui vont ensuite faire de la vulgarisation et quand ça va arriver aux sphères du grand public, ça voudra dire que les experts, eux, ils seront déjà passés à autre chose. Et dans le football, au niveau des grandes règles tactiques, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose parce que le foot, c'est cyclique, tout est question de tendance et quand vous voyez une obsession qui arrive dans les grands médias, quand même les consultants les plus médiocres font un focus là-dessus, ça veut dire qu'on y accorde peut-être un peu trop d'attention. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez peut-être compris, l'obsession qui est descendue au niveau du grand public aujourd'hui et qui occupe peut-être un peu trop de place dans le débat médiatique, c'est le fait qu'un attaquant doit aussi défendre. Alors dans cette vidéo, je vais pas être caricatural, le but c'est pas de vous dire qu'un attaquant peut courir 200 mètres au cours d'une rencontre, ne rien branler en termes d'effort collectif et quand même être un joueur absolument formidable. Mais le but c'est de remettre un petit peu de nuance dans ces débats justement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à tellement juger les attaquants sur leur capacité à défendre qu'on en vient à être de véritables caricatures. C'est un peu la même chose pour le jeu au pied des gardiens de but. Maintenant, et encore, j'ai l'impression qu'on en revient un peu, c'est tellement à la mode qu'on n'est plus royaliste que le roi. En l'occurrence, le roi, c'était Pep Guardiola, qui adorait les gardiens qui avaient un très bon jeu au pied et qui pourtant a été recruté Donnarumma. Pas forcément le mec le plus connu dans ce domaine-là, mais ça montre que si Guardiola lui-même a su mettre de l'eau dans son vin, peut-être que les consultants devraient le faire un petit peu sur le jeu au pied des gardiens. Pour moi, le sujet sur les attaquants, c'est le prochain grand truc où il va falloir faire mettre de l'eau dans son vin aux gens, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Comme j'ai dit en introduction, le football, c'est une question de cycle. Quand il y a eu le Barça de Pep Guardiola qui dominait absolument tout, on avait tendance à avoir beaucoup d'équipes qui singeaient le jeu de possession et qui avaient envie de refaire ces préceptes de jeu. Quand on a eu Liverpool qui, avec son football de transition, avec son pressing omniprésent, a inspiré toute l'Europe, c'était vraiment le seul modèle à penser de pas mal de gens qui parlaient de football. Et avec le sacre du Paris Saint-Germain, je pense qu'on a également vu une autre proposition footballistique, celle d'une certaine polyvalence, d'un jeu de possession, d'un gros pressing et d'attaquants qui étaient capables de défendre. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des débats sur la capacité d'un attaquant à défendre pour juger de la qualité d'un attaquant. Or, c'est quand même pas l'essentiel pour un numéro 9 par exemple. Alors déjà il faut bien comprendre ce que ça veut dire défendre pour un attaquant parce qu'on mélange un petit peu tout dans ce débat. Un attaquant peut avoir un gros volume de jeu sans défendre et un attaquant peut défendre sans avoir un gros volume de jeu. Je m'explique. Un attaquant il peut courir beaucoup au cours d'une rencontre parce qu'il se déplace sans cesse pour chercher à être trouvé par ses coéquipiers. Il peut beaucoup se déplacer au cours d'une rencontre parce qu'il fait des permutations et il est jamais fixe dans son poste et il peut enfin effectuer un grand nombre de courses parce qu'il fait des appels et du coup un appel ça trouve pas toujours réception du ballon, des fois t'en fais à vide, des fois tu commences ta course et finalement ça sert à rien, mais ça fait quand même que même si tu défends pas du tout, si tu coches les trois situations que je viens de décrire, en termes de kilomètres parcourus à la fin de ta rencontre tu vas être considéré comme un marathonien alors que ça se trouve t'as jamais fait de pressing, t'as jamais fait de retour défensif mais t'as quand même eu pas mal de déplacements. Et c'est pareil dans le sens inverse, un joueur peut faire de bonnes interceptions au cours d'une rencontre, même en n'ayant pas un volume de jeu absolument incroyable. Alors évidemment, il faudra te bouger un petit peu le fiac, si tu restes immobile comme un poteau, ça va être compliqué de faire des interceptions, mais une bonne lecture du jeu, parfois, ça peut rattraper largement le fait de cavaler comme un poulet sans tête. Tu peux également être un attaquant qui sait tacler. Alors, il y a une expression, je sais pas si elle est encore beaucoup utilisée, je l'entendais beaucoup il y a quelques années, nettement moins désormais,
c'est un tacle d'attaquant, ce qui généralement veut dire un tacle dangereux, dégueulasse, et pas dans le sens du jeu. Mais t'as des attaquants qui savent un peu mieux tacler que d'autres. Évidemment, ils n'ont pas la technique défensive d'un défenseur central, mais en attendant, il y a des attaquants qui peuvent se retrouver à être utiles défensivement pour leur équipe, même sans courir énormément. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle d'un attaquant qui doit défendre, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est comment? Est-ce que tu lui demandes de courir, de contribuer au pressing? Est-ce que tu lui demandes d'être attentif pour les interceptions? Est-ce que tu lui demandes de tenter plus d'actions défensives actives? Alors généralement, j'ai quand même l'impression que derrière l'appel à la contribution défensive d'un attaquant, ce qu'on demande, c'est surtout un pressing, et pas forcément un pressing qui amène des interceptions très concrètes. Un joueur peut être omniprésent au pressing, mais pourtant avoir des stats défensives faméliques, parce qu'en fait, il va gêner la relance adverse, il va avoir une vraie importance collective, mais ça va pas forcément découler sur une action défensive réussie qui ressort en termes de stats avec une récupération, une interception, etc. Donc déjà, ça c'est le premier truc à mettre sur la table. Et ensuite, quand on parle de volume de jeu, pour moi, l'équilibre, c'est la clé. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, on parlait beaucoup la saison passée de Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, parce que pour le coup, dans les 4 que je viens de citer, il y en avait 3 qui faisaient pas beaucoup d'efforts, et tu peux pas te permettre d'avoir une équipe où tous tes offensifs font peu d'efforts et ont une moindre implication défensive. Mais dans une équipe où tu es un peu plus équilibré, j'ai quand même l'impression que ça fait beaucoup moins de débats. Retournons par exemple à l'époque Paris Saint-Germain, Zlatan et Ibrahimovic. Ibra, c'était pas un grand défenseur, hein, mais que ce soit en termes de stats défensifs comme de volume de jeu. Là, pour le coup, lui, il était à critiquer dans les deux domaines, mais pour autant, est-ce qu'on disait que c'était un énorme problème pour le Paris Saint-Germain? Non, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faisait le job en tant qu'attaquant. Et il n'y a pas à dire, quand tu marques des buts, on a tendance à nettement moins te critiquer sur les aspects défensifs que quand tu as un petit peu de mal à la conclusion. Et puis en plus, il évoluait dans une équipe où il y avait d'autres joueurs qui étaient des travailleurs. On avait par exemple Edinson Cavani qui était excentré, qui a souvent été considéré comme le sacrifié du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il n'était pas au poste de numéro 9, il était mis sur le côté parce qu'il devait faire beaucoup d'efforts, et pour cause, il faisait les efforts pour 2. Certes, Zlatan ne courait pas du côté du Paris Saint-Germain, mais à côté, t'avais Cavani qui multipliait les allers-retours comme s'il faisait un test de VMA. Donc forcément, il y avait un peu moins le débat sur Zlatan Ibrahimovic parce que t'avais un mec qui à côté faisait des énormes efforts défensifs. Donc en fait, tout est question de à qui tu peux accorder le privilège de ne pas forcément courir tout au long d'une rencontre. Parce que si on parle vraiment de volume de jeu, déjà petit 1, tous les joueurs n'ont pas une capacité à faire énormément d'efforts. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour les latéraux dans le football moderne, c'est qu'en fait on sous-estime la demande athlétique phénoménale qu'on leur fait, parce que c'est des joueurs qui sont obligés d'être présents en attaque, en défense, ils ont plus ou moins de qualité technique d'attaquant ou de défenseur, mais en tout cas il faut avoir le coffre pour réussir à faire ça. Et puis si tu le demandes à des attaquants qui font des efforts mais qui ont du mal à en récupérer, ils vont manquer de lucidité. On parlait de ça justement autour de Cavani, c'était des débats qui revenaient souvent. Est-ce qu'il perd pas en lucidité à cause de ses efforts? Est-ce que c'est pas ça qui fait que Cavani avait tendance parfois à gâcher beaucoup d'occasions? Bon, au final, je pense que Cavani, c'était dans son ADN de faire les efforts. Tu pouvais pas lui demander de rester comme un piquet au cours d'une rencontre, il se serait pas senti bien, et je pense que sa finition serait du coup pas du tout améliorée. Mais il faut bien comprendre que quand tu demandes à un joueur de faire des efforts de repli défensif avec des allers-retours de course, oui, il va peut-être être un peu moins tranchant dans ses appels derrière, parce qu'il aura besoin de récupérer un petit peu. Donc en fait, cette question d'équilibre, elle est cruciale. Et puis, de manière générale, je vais me permettre une grossièreté et un raccourci, un truc qui est digne d'un pilier de bar, mais pour autant, des fois, les piliers de bar, ils disent des trucs justes. C'est qu'un attaquant, sa mission, c'est de marquer. Vous me connaissez, je suis le premier à dire que je suis un peu fatigué, par exemple, qu'on considère qu'un ailier, ça doit forcément marquer. Parce que pour moi, dans bon nombre d'équipes, les ailiers ont des rôles de déséquilibrateurs. Ils doivent apporter le danger, mais pas forcément être à la finition. Mais si on prend un attaquant de pointe, son but, c'est d'être le terminal offensif. Et au bout d'un moment, c'est ça qui construit les légendes. Prenez Karim Benzema. Benzema, joueur exceptionnel, un numéro 9 qui a une âme de numéro 10, un mec qui est capable de faire jouer ses coéquipiers, un mec qui a beaucoup servi Cristiano Ronaldo, mais qui aussi avait du talent. Au bout d'un moment, la gigantesque hype Karim Benzema, le ballon d'or de Karim Benzema, le moment où tout le monde parlait de Karim Benzema, le moment où Benzema faisait l'unanimité alors qu'il avait été critiqué à une époque, y compris du côté du Real Madrid, c'était quand ?
Bah, c'est quand Benzema il a commencé à planter littéralement 2 fois plus de buts. Alors il l'a fait tout en gardant sa capacité à faire jouer ses coéquipiers, et c'est ça qui est admirable, et c'est ça qui fait que Karim Benzema est un joueur phénoménal. Mais en attendant, ce qui a vraiment permis à Benzema de passer encore une étape dans l'opinion du très grand public, bah, c'est sa capacité à marquer des buts. Et sur les efforts défensifs où tu as un dogme et une dictature autour de ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on casse beaucoup les bonbons à Erling Haaland? Haaland, vous pouvez regarder toutes les statistiques, hein. C'est un mec qui physiquement court très peu au cours des matchs. Alors, il est capable d'avoir une vitesse de pointe de folie, il est capable de décoller très rapidement, d'être très brusque dans ses accélérations, mais il n'a pas un gros volume de course. C'est juste qu'il court quand c'est nécessaire pour faire les différences en attaque. C'est également un attaquant qui a des stats défensives absolument lamentables. Mais vous savez quoi ? Tout le monde s'en fout, parce que Erling Haaland, il a un rôle bien défini du côté de Manchester City, et son rôle, c'est pas de cavaler sur le terrain comme un poulet sans tête, je le redis. C'est pas d'être un mec qui est absolument omniprésent au pressing. Non, non, Erling Haaland, il a une mission, il la remplit très bien, l'entraîneur l'a en tête, merci, au revoir, Rambelé, c'est pesé. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Si t'es un joueur qui est nul à chier, on va vraiment pointer du doigt tes défauts, mais si tu marques 50 pions par saison, on va être drôlement plus indulgent quand tu ne vas pas faire les efforts défensifs. Et ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Donc si je devais conclure la vidéo en synthétisant un petit peu ma pensée, petit 1, attention à ce qu'on qualifie de défendre pour un attaquant, ça peut être des actions défensives, ça peut être une contribution au pressing, ça peut être du volume de jeu, donc en fait il n'y a pas qu'une manière de contribuer à la défense de son équipe. Petit 2, c'est une question d'équilibre d'équipe, si t'en as un qui défend pas, c'est pas problématique, si t'en as 4 ou 5, c'est tout de suite un autre débat, et puis enfin n'oubliez pas que si on parle un peu trop d'un attaquant qui défend ou pas, bah c'est peut-être que le problème, c'est pas tant sa capacité à défendre, mais qu'il n'arrive pas à faire taire les débats sur d'autres aspects de sa faute ou de la faute du reste de l'équipe. Parce que évidemment, si t'as une équipe qui est déséquilibrée, c'est pas toujours la faute de l'attaquant qui défend pas, c'est que des fois t'es juste trop faible dans les autres secteurs, et les autres secteurs, ils ont vocation à défendre aussi. C'est un petit peu la même chose que quand tu dis qu'un milieu de terrain ne plante pas assez de buts dans une équipe. Souvent, quand on dit ça, c'est que ce sont des équipes qui ont quelques problèmes d'attaquants également. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit contre-feu sur ce sujet, une petite vision alternative. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.